Artemis. Depuis maintenant quelques années, le nouveau programme lunaire américain, dont le coup d'envoi a été donné le 16 novembre 2022, avec le lancement d'Artemis 1, est l'un des éléments du spatial moderne le plus mis en avant. Que ce soit en étant critiqué pour son prix ou acclamé pour ses réussites lors d'Artemis 1, on ne finit plus de parler du retour sur la Lune qui, à lui tout seul, a de quoi enthousiasmer. Mais ces derniers jours allaient aussi émerger des critiques sur son prix et notamment celui du SLS, ainsi que la publication par la NASA de la liste des différentes défaillances et incidents enregistrés lors d'Artemis 1. Alors entre ça et l'avancée du SLS d'Artemis 2, qui enverra des humains autour de la Lune dans à peine plus d'un an, l'heure est venue, je crois, de décortiquer un peu tout ça et de se faire un point sur les actus du programme Artemis. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Comme je le disais en introduction, cette semaine, c'était deux actualités intéressantes qui allaient sortir concernant Artemis. Et parce qu'il faut bien commencer quelque part, la première allait être l'occasion de revenir sur le vol d'Artemis 1 qui signait, rappelons-le, le vol inaugural de la capsule Orion, de son module de service européen et de leur lanceur, le SLS. La NASA publiait en effet une liste complète de toutes les anomalies rencontrées lors d'Artemis 1. Alors attention, je tiens à préciser une chose. Certaines anomalies dont je vais parler sont, c'est un fait, à surveiller et corriger, mais aucune, à aucun moment, n'a mis en danger la mission ou un éventuel équipage s'il avait été à bord. Les petites défaillances en coulisses lors d'un lancement, même sur un lanceur rodé, sont légion, et c'est aussi pour ça que tous les systèmes sont toujours redondants de multiples fois. Alors je vous l'accorde, cette liste peut sembler longue, mais elle reprend le moindre petit dysfonctionnement totalement superflu de chaque élément. Caméra haute vitesse mal réglée, un assez grand nombre d'ailleurs, quelques dommages à la table de lancement qu'on avait déjà évoqué à l'époque sur la chaîne, quelques petites pertes de données et un petit pépin de suivi avec l'antenne de Goldstone lors du lancement. L'un dans l'autre, la plupart des éléments cités ne sont aucunement préoccupants et ne sont que des petits détails techniques sans réelle importance. Encore une fois, même si on en était au 10e vol du SLS, une liste d'incidents si petite est plus, mais plus que positive. Néanmoins, cela n'empêche pas non plus certains détails de ressortir, notamment au niveau du module de service d'Orion qui a, je cite, souffert d'une anomalie dans son système de propulsion. Alors disons-le tout de suite, ce terme est bien trop vague pour en déduire quoi que ce soit. On sait, puisque la capsule s'est posée comme prévu, qu'il a accompli sa mission et ce terme peut aussi bien désigner un moteur secondaire défaillant, les petits moteurs visibles ici sur le côté, ce qui, sans être grave, serait à surveiller, que des petits soucis de pressurisation, de température de carburant, de capteur, et encore bien d'autres. C'est, quelle qu'en soit la raison, probablement un des points surveillés pour le second vol, mais étant donné qu'il n'y a eu aucun changement dans son calendrier, on peut aisément se douter que si, et je dis bien si, il y a un problème de ce côté, il n'est pas bien signifiant. De son côté, le système RCS du module de service, qui permet de contrôler l'orientation à l'aide de petits propulseurs qui se contentent d'éjecter un gaz sans le brûler, semble aussi avoir souffert d'une petite anomalie, sans en savoir plus à ce point non plus. Encore une fois, il peut s'agir d'anomalies de capteurs, d'anomalies logicielles, d'anomalies matérielles, bref, un peu de tout. Au niveau du SLS, ce serait la protection extérieure, qui n'est pas essentielle, de la baie des moteurs qui se serait arrachée et quelques protections thermiques fermant les ouvertures dédiées pour les chargements de carburant, qui semblent elles aussi s'être arrachées. On retrouve aussi d'autres problèmes tels que des fuites mineures, vibrations, capteurs défectueux et j'en passe. Mais encore une fois, cette liste est tout sauf inquiétante, et aucun de ces points n'est critique ou n'a mis en danger le bon déroulement de la mission d'une quelconque façon. Mais en parallèle, c'était un autre pan d'Artemis qui allait être mis à mal cette semaine. Pour le résumer rapidement, un rapport d'une agence mandatée par le gouvernement pour mettre les doigts sur certaines surdépenses a en effet mis en avant un sérieux problème de coût pour le SLS. Car le SLS coûte cher, très cher.
Depuis 2011, ce sont en effet 11,8 milliards de dollars qui ont été engloutis dans le programme SLS, et ce sans compter Artemis en général. Et si vous vous dites que c'est cher, c'est compréhensible. Mais avant de passer au pire, je tiens à nuancer. D'un côté, il faut garder en tête que le SLS n'est pas un lanceur classique. S'il est tentant de comparer ses coûts au développement de lanceurs comme Falcon, Vulcan ou encore New Glenn et Starship, il faut garder en tête que ces lanceurs visent d'abord à effectuer des vols commerciaux avant d'évoluer vers des vols habités. Ça amoindrit les coûts, permet d'étaler le développement tout en rentabilisant le plus vite possible le lanceur. De plus, en ne visant pas directement le niveau de sécurité nécessaire pour les vols habités, cela permet de faire de belles économies. Sauf que le SLS, de son côté, n'a jamais, et je tiens à insister dessus, eu pour ambition d'être rentable ou commercialisé. Le but avec le SLS est d'avoir un lanceur hautement fiable, ce qu'il a déjà prouvé lors de son premier vol, capable d'évoluer et surtout taillé pour des vols habités avec la capsule Orion. Mais reparlons de ces évolutions. Car pour celle-ci, ce serait encore plus de 11 milliards supplémentaires entre 2024 et 2028, ce qui commence à faire grincer des dents. Car la façon dont la NASA gère le budget et les dépenses liées au SLS et son développement sont en effet pointés du doigt. Le problème, c'est que l'agence elle-même est empêtrée dans une bureaucratie parfois inadaptée à ce genre de projet, et que les surcoûts y sont légion. Le pire dans tout ça, c'est que le SLS n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Entre 2012 et 2025, date à laquelle les premiers humains devraient retourner sur la Lune, ce sont près de 93 milliards de dollars qui seront investis dans Artemis, que ce soit pour les budgets des atterrisseurs, du SLS, des infrastructures au sol, de la Lunar Gateway, des équipes et j'en oublie. Mais c'est un fait, Artemis coûte cher, très cher, et avec près de 4,1 milliards de dollars par lancement, le SLS en est un exemple malheureusement criant. Ces moteurs, les RS-25, et leurs évolutions sont dans les plus chers, et malgré une fiabilité hors norme des moteurs et de l'ensemble du SLS, on peut comprendre que ces critiques se fassent de plus en plus vives. Car en parallèle, ce sont aussi d'autres pans de l'exploration spatiale qui souffrent des surcoûts d'Artemis, tels que les idées de mission vers Uranus, ou alors le retour américain vers Vénus. Mais d'un autre côté, la NASA a déjà réussi à réduire certains coûts associés au SLS, même si l'effet définitif n'est pas encore connu, et il est fort probable que l'intensification de la production du SLS permette enfin une réduction des coûts. Que ce soit à travers la simplification de la production, son accélération, une meilleure structuration et une surveillance de la production, ainsi que l'évolution vers des contrats à prix fixes, la NASA a plusieurs outils en main pour réduire ses coûts et a d'ailleurs commencé à s'y atteler. De plus, il est important de noter que ce rapport ne critique pas les dépenses, mais pointe du doigt qu'il y a des moyens pour les réduire. C'est donc une discussion saine sur le sujet qui ne vise pas à blâmer le SLS, la NASA ou n'importe qui, mais plutôt à tenter d'améliorer les choses. Mais en parallèle, la production continue pour Artemis. Le SLS d'Artemis 2 a d'ailleurs reçu son premier moteur, et les SLS d'Artemis 3 et 4, ainsi que quelques autres, sont eux aussi dans les cartons. Quant aux capsules Orion, elles, ce sont jusqu'à des éléments d'Artemis 5 qui ont commencé leur assemblage. Mais ça, on en reparlera encore bientôt. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.